Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le gouvernement du Rwanda et l'Union européenne ont signé un accord de financement de 40 millions d'euros, soit environ 67 milliards de francs rwandais. Ce financement permettra au Rwanda de promouvoir une agriculture moderne, inclusive et résiliente face aux effets du changement climatique. Au Soudan du Sud, les casques bleus rwandais poursuivent leur mission bien au-delà du maintien de la paix déployée dans le cadre de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Ils apportent également une assistance humanitaire aux populations les plus vulnérables. Plus de détails dans cette édition. Et à l'international, le détroit d'Ormuz reste paralysé malgré l'annonce de nouvelles négociations entre les États-Unis et l'Iran. Cette voie maritime stratégique par laquelle transiter avant la guerre près de 20% du pétrole et du gaz naturel commercialisés dans le monde demeure fermée au trafic avec des conséquences majeures sur les marchés de l'énergie et du commerce international. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je le disais en titre, le gouvernement du Rwanda et l'Union européenne ont signé un accord de financement de 40 millions d'euros, soit environ 67 milliards de francs rwandais. Ce financement permettra au Rwanda de promouvoir une agriculture moderne, inclusive et résiliente face aux effets du changement climatique. Cet accord, intitulé Hangara Ibihe, est un programme d'une durée de 5 ans. Il comprend 36 millions d'euros destinés à soutenir directement les projets prioritaires du gouvernement dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement, 4 millions d'euros consacrés à l'assistance technique, au renforcement des capacités des différentes institutions et à la réalisation de travaux de recherche. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Télésphore Ndabamenye, a indiqué que ce financement sera principalement utilisé pour accroître l'investissement dans l'agriculture, étendre les infrastructures d'irrigation, améliorer la gestion durable des terres, protéger l'environnement et augmenter la production agricole. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Au Soudan du Sud, les casques bleus rwandais poursuivent leur mission bien au-delà du maintien de la paix. Déployés dans le cadre de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, ils apportent également une assistance humanitaire aux populations vulnérables, une action qui s'inscrit dans l'engagement du Rwanda en faveur de la paix sur le continent dans les relations de coopération qu'il entretient avec le plus jeune État d'Afrique depuis son indépendance en 2011. Reportage de Jean-Benoît Michel. C'est dans le village isolé de Diel, situé dans les rives du Nil, dans l'état de Upper Nile, que les militaires rwandais de l'UNAMIS ont mené cette intervention humanitaire. Alors qu'ils effectuaient une patrouille de sécurité basée à Malakal, ils ont organisé une consultation médicale gratuite au profit des habitants de cette localité. Dépourvus de centres de santé régulièrement confrontés à des flambées de paludisme, enfants et adultes ont été examinés pour le paludisme ainsi que pour d'autres maladies courantes. Des médicaments leur ont été distribués, tandis que des conseils de prévention et de sensibilisation à l'hygiène ont également été dispensés. Le chef de la localité de Diel, Jacob Bitwal, a salué cette initiative de militaires rwandais. Selon lui, répondre aux besoins sanitaires des populations après leur mission de sécurisation témoigne d'un esprit de solidarité et d'une attention particulière portée aux habitants de l'état de Upper Nile. Je suis très heureux de pouvoir visiter l'endroit où nous vivons, à Diel Fayam, et de soutenir la lutte contre la maladie. Notre localité est fortement touchée par les maladies. Nous ne disposons pas de médicaments et nous n'avons pas les moyens de nous rendre à Malakal pour nous faire soigner. Je suis très heureux de cette visite et du soutien qui nous est apporté dans la lutte contre le paludisme. Le lieutenant-colonel Robert Guadihungu, commandant du contingent rwandais à Malakal, a souligné que les actions civilo-militaires menées par le casque bleu rwandais font partie intégrante de leur mission de messieurs de la paix. Selon lui, assurer la sécurité des populations ne consiste pas uniquement à prévenir des violences, mais également à répondre aux besoins essentiels des communautés les plus vulnérables.
notamment en leur facilitant l'accès aux besoins dans les zones les plus enclavées. Déployé au Soudan du Sud depuis le lancement de la mission des Nations Unies en 2011, le Rwanda demeure l'un des principaux contributeurs des troupes à l'UNAMIS. Au-delà de leurs opérations de sécurisation, les forces rwandaises de défense mènent régulièrement des actions humanitaires qui renforcent les liens de confiance entre les populations. Ces initiatives reflètent également les solides relations entre Kigali et Djouba et illustrent l'engagement constant du Rwanda en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable au Soudan du Sud. La commission chargée du suivi de l'utilisation des finances et du patrimoine de l'État de la Chambre des députés présente actuellement à la séance plénière de son analyse du rapport de l'auditeur général des finances de l'État relatif à l'exercice budgétaire clos le 30 juin 2025. Le président de cette commission, l'honorable Valens Mouhakwa, a indiqué que l'analyse du rapport de l'auditeur général des finances de l'État au juin 2025 montre que les progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne la qualité de la tenue des comptes publics. La proportion des institutions ayant obtenu une opinion d'audit sans réserve, sans aucune observation, a atteint 97% contre 57% il y a 5 ans. Cela témoigne d'une amélioration significative de la gestion financière et de la réédition des comptes au sein des institutions publiques. Vous suivez la grande édition qui continue sur la télévision rwandaise. Représentants du Vatican, des conférences épiscopales, des diocèses des 5 continents se retrouvent à Kigali pour une rencontre plutôt organisée tous les 4 ans pendant plusieurs jours. Ils échangeront sur l'avenir de la communication catholique à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, une technologie qui transforme profondément la manière de produire et de diffuser l'information. Suivez. L'ouverture du congrès mondial de Signis qui se tient à Kigali depuis ce 4 août 2026, c'est un grand événement. C'est un événement qu'on attendait depuis 4 ans. Et nous sommes honorés d'avoir des intervenants venant depuis le pape qui nous a envoyé un message pour nous rappeler le rôle de la communication des médias dans l'Église et dans le monde. Le message qui a été lu par le nonce apostolique, Monseigneur Arnaldo Catalan. Nous avons eu l'honneur d'écouter le message du président de Signis, Helen Osman, qui a rappelé la place de Signis dans les associations. La Signis, c'est la seule association accréditée par le Vatican. Il a rappelé la mission de Signis comme un outil de renforcement de capacité dans les domaines de communication, dans les domaines de médias, dans l'Église catholique. Et nous avons eu l'honneur d'écouter le message du cardinal Antoine Kambanda qui a donné la bienvenue à tous les participants au congrès, qui a félicité le Signis Monde pour avoir choisi le Rwanda pour accueillir ce congrès historique. Et on rappellera que c'est le premier qui se tient en Afrique, c'est la première fois que l'Afrique accueille ce genre de congrès. Le cardinal a félicité Signis pour avoir accepté que un congrès d'une telle ampleur puisse se tenir en Afrique, puisse se tenir au Rwanda. Au-delà des questions institutionnelles, les travaux portent également sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Les participants estiment que cette technologie constitue une opportunité pour renforcer la mission de l'Église à condition qu'elle soit mise au service d'une information fiable, éthique et respectueuse de la dignité humaine. Cette première assemblée mondiale de Signis organisée en Afrique marque une étape importante pour la communication catholique sur le continent. Les participants définiront au terme de leurs travaux à Kigali les grandes orientations qui guideront les activités du réseau mondial au cours des 4 prochaines années. La qualité des produits
fabriqués au Rwanda était au cœur des débats ce lundi à la Chambre des députés. À partir des conclusions du rapport de l'auditeur général des finances publiques, les parlementaires ont exprimé leurs inquiétudes face aux insuffisances relevées dans le cadre de certification de contrôle de la qualité. Ils appellent à un renforcement des capacités des institutions concernées afin de mieux protéger les consommateurs et soutenir les entreprises locales. Le point avec Michel Iladukunda. La Commission de l'économie et du commerce de la Chambre des députés estime qu'il est urgent de renforcer les capacités des institutions chargées de la certification de la conformité afin de garantir que les produits fabriqués au Rwanda respectent effectivement les normes en vigueur. Cette conclusion découle d'une analyse fondée sur le rapport 2024-2025 de l'auditeur général des finances publiques. Selon ce rapport, d'importants retards ont été constatés dans la prestation des services liés à la certification de conformité, une situation qui a causé des pertes financières à plusieurs entrepreneurs à travers le pays. Les députés indiquent également avoir reçu de nombreuses plaintes d'investisseurs lors de leur descente sur terrain, faisant état des difficultés dans l'obtention des certificats de qualité. Ce lundi, la Commission de l'économie et du commerce a présenté en séance plénière son rapport d'examen approfondi des observations de l'auditeur général concernant la délivrance des certificats de qualité. À la lumière des cas de boissons en ne répondant pas aux normes de qualité, plusieurs députés ont dénoncé des insuffisances dans le suivi des sites de production par les organismes chargés de la certification. Le président de la commission, honorable Munyangeyo Théogène, a expliqué que la direction du Rwanda Standard Board, RSB, avait attribué ces retards au manque de ressources humaines et financières dont dispose l'institution. Le rapport révèle notamment que 162 produits, soit 45% des 360 produits certifiés entre juillet 2022 et juin 2023, n'ont jamais fait l'objet d'une inspection sur leur site de production. En outre, 220 produits, représentant 61% des produits présents sur le marché durant cette période, n'ont pas été inspectés, alors que les normes exigent au moins 2 contrôles pendant la durée de validité du certificat de conformité. À l'issue des débats, la séance plénière de la Chambre des députés a adopté le rapport et a chargé la Commission de l'économie et du commerce de poursuivre le suivi de la mise en œuvre des recommandations afin d'améliorer durablement le système de contrôle de conformité des produits commercialisés au Rwanda. Les acteurs de l'industrie culturelle au Rwanda, notamment les artistes, les investisseurs de ce secteur, se sont réunis dans le cadre d'échanges visant à examiner ensemble leur contribution au développement du pays ainsi que la manière dont ils utilisent leur talent pour transmettre des messages constructifs. La porte-parole du gouvernement du Rwanda, Yolande Makolo, a déclaré que les acteurs de l'industrie culturelle jouent un rôle majeur dans le rayonnement du pays et dans la mise en valeur de son identité à travers leurs œuvres. Elle a rappelé que les artistes doivent s'efforcer d'être des modèles de réussite et de constituer un pilier essentiel dans l'évolution des mentalités et des comportements de jeunes. Le ministre de la Jeunesse et du Développement et des Arts, Jean-Nepo Abdallah Utuma Twishima, a quant à lui invité les acteurs du secteur artistique à adopter un comportement exemplaires et à encourager leur public à devenir des acteurs du développement. C'est la grande édition sur Rwanda TV. L'exploitation du coltan et de la cassiterite continue d'améliorer les conditions de vie des habitants du secteur de Tchato, dans le district de Nyamasheke. Plus de 100 personnes y ont obtenu un emploi permanent grâce aux activités minières. Toutefois, les investisseurs du secteur estiment que le mauvais état des infrastructures routières demeure un défi majeur, retardant le transport des minerais vers les marchés. Un reportage de Michel Iladukunda. La cellule de Murambi, située dans le secteur de Tchato, est actuellement la zone qui possède les plus importants gisements de coltan et de cassiterite du district. Elle abrite la coopérative de Ruzimbaraga qui mène des activités minières sous licence. Cette coopérative offre un emploi permanent à 126 travailleurs occupant différentes fonctions, générant ainsi d'importants bénéfices économiques pour les employés et leurs familles.
Dans le cadre de son engagement en faveur de la protection des droits des enfants et de la lutte contre le travail des enfants dans les zones minières, la coopérative a créé une école maternelle destinée aux enfants de ses employés. L'établissement accueille actuellement 97 enfants pendant que leurs parents sont au travail. Chaque mois, la coopérative de Ruzimbaraga extrait environ 6 tonnes de coltan et de cassitérite. En 2025, elle a généré plus de 100 millions de francs rwandais de revenus. Le président de la coopérative, Claude Simbikangwa, a expliqué que les recettes issues de l'exploitation minière ont permis d'améliorer les conditions de vie des membres et des employés, tout en favorisant la poursuite des investissements destinés à développer les activités et à protéger l'environnement. Malgré l'augmentation de la production, le mauvais état des routes reste un obstacle important. Selon Claude Simbikangwa, les routes endommagées empêchent souvent la coopérative d'acheminer les minerais vers les marchés dans les délais prévus. Il arrive que de fortes pluies rendent les routes complètement impraticables. Nous pouvons alors passer jusqu'à 2 semaines sans transporter nos minerais, car les ponts et d'autres infrastructures routières deviennent inutilisables. Le maire du district de Nyamasheke, Narcisse Mopenzi, reconnaît que l'état des routes demeure un défi. Il affirme toutefois qu'au fur et à mesure que les ressources financières seront disponibles, le district continuera de donner la priorité à la construction et à la réhabilitation des routes essentielles aux activités économiques, afin de mieux répondre aux besoins des habitants et des investisseurs. Nous améliorons les routes en fonction des ressources financières dont nous disposons. Lors du choix des routes à réhabiliter, nous privilégions en premier lieu celles qui présentent les besoins les plus urgents. Nous sommes conscients que de nombreuses autres routes nécessitent encore des travaux d'amélioration, en particulier en raison du relief montagneux et de la topographie difficile de notre district. Le Rwanda demeure l'un des principaux producteurs mondiaux de coltan, avec environ 22% de l'approvisionnement mondial provenant du pays. Le Rwanda dispose également désormais d'une usine de traitement des minéraux qui permet de valoriser le coltan avant son exportation. Le secteur de Kiato est le seul des 15 secteurs du district de Nyamasheke à disposer d'importants gisements à la fois de coltan et de cassitérite. Le ministère rwandais de la Santé affirme que le pays progresse régulièrement vers son objectif de quadrupler ses effectifs de santé d'ici 2028. Les inscriptions en faculté de médecine ayant déjà plus que triplé en 3 ans. Cependant, pour de nombreux patients, la pénurie de médecins se traduit encore par des mois d'attente pour une consultation chez un spécialiste, retardant ainsi l'accès aux soins essentiels. Les détails avec Patrick Milidanti. Pour Lucien Muyanama, habitant du secteur Rugerero, en district de Rubavu, obtenir un traitement spécialisé a nécessité des mois de patience. Après 7 mois d'attente pour un rendez-vous, il s'est rendu au centre hospitalier universitaire de Kigali, CHUK. Mais même sur place, il n'a pas pu consulter le médecin. J'ai commencé à recevoir des médicaments ici en août dernier. Mais à ce jour, je n'ai toujours aucune réponse claire concernant ma situation. Dans plusieurs hôpitaux publics, la pénurie des médecins spécialistes contraint les patients à attendre de mois, voire jusqu'à 1 an, dans certains cas, avant d'obtenir un rendez-vous. Les longs délais d'attente ont également poussé certains patients à passer la nuit à l'hôpital dans l'espoir d'être parmi le premier à être soigné le lendemain. Concernant le renforcement des effectifs médicaux, c'est absolument nécessaire. Par exemple, j'ai commencé un traitement en octobre dernier à Nyamirambo. J'ai ensuite été transféré ici. On m'avait demandé un rendez-vous chez le médecin. Mais à l'approche de la date, on m'a appelé pour m'informer que mon rendez-vous était reporté à aujourd'hui. Et pourtant, à mon arrivée, on m'a dit de revenir à une autre date. Pourquoi nous donnent-ils des rendez-vous alors que nous arrivons malades? Ces rendez-vous remplacent-ils les soins médicaux? Les responsables hospitaliers reconnaissent que la pénurie des personnels demeure l'un des plus grands défis auxquels est confronté le secteur de la santé. À l'hôpital de Muhima, le directeur Dr Steven Mugisha explique que l'établissement a besoin de 45 médecins, mais n'en compte actuellement que 10.
Sur les 45 médecins requis, 30 sont des généralistes et 15 des spécialistes. Or, à l'heure actuelle, nous n'avons que 6 généralistes et 4 spécialistes. C'est un manque criant. Mais notre établissement n'est pas resté les bras croisés. Nous avons fait appel à des professionnels de santé supplémentaires provenant d'autres hôpitaux. Pour combler ces manques, le Rwanda a lancé en juillet 2023 un programme ambitieux visant à quadrupler les effectifs du personnel de santé du pays d'ici à 2028. Le ministère de la Santé indique que l'un des principaux succès du programme à ce jour est la forte augmentation de la formation médicale. Les inscriptions en sciences de la santé ayant été multipliées par 3,3 par rapport d'il y a 3 ans. Les autorités précisent que cette expansion s'accompagne d'efforts pour maintenir la qualité de la formation. Le nombre d'étudiants en médecine a triplé à l'échelle nationale, avec plus de 16 000 nouveaux inscrits. Rien qu'en 2027, nous formerons plus de 1,4 million de sages-femmes. Nous ne pouvons pas considérer cet objectif comme un acquis immédiat. Nous continuerons d'évaluer et d'améliorer nos services à mesure que la demande augmente. Selon le ministère de la Santé, le Rwanda compte actuellement plus de 35 000 agents de santé, un nombre insuffisant pour répondre aux besoins d'une population qui croît d'environ 2% par an. L'initiative de 4x4 pour le personnel de santé, qui comprend également des investissements dans les équipements médicaux et les infrastructures de formation, bénéficie d'un budget de plus de 300 millions de dollars américains. Les responsables de la santé affirment que l'objectif à long terme est non seulement d'accroître le nombre de professionnels de santé, mais aussi d'améliorer l'accès rapide à des services médicaux de qualité, de réduire les délais d'attente et de rapprocher les soins spécialisés des patients dans tout le pays. Voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Ce sera un plaisir de bientôt vous retrouver.